Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous et toutes bien. Bienvenue à ce live qui est un live, Pose-moi une question, qui est exclusivement dédié aux membres de la communauté de pratique de PharmD. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de reprendre ces lives que nous avions commencés en novembre dernier. Donc voilà, ce live est organisé par la communauté de pratique PharmD. L'objectif de cette communauté est de créer un espace d'échange, de savoir et de bonnes pratiques pour que tous ensemble, nous puissions promouvoir et améliorer la gestion des risques agricoles. Aujourd'hui, le live est dédié aux outils et techniques de soutien aux petits agriculteurs dans les domaines financiers et administratifs. Et pour en discuter, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Claver Nzi Gimasabo, qui est un ancien conseiller administratif et commercial pour le projet d'appui à l'inclusion financière agricole et rurale au Burundi, nommé PEFAR, et qui est fondé par le Fonds international de développement agricole, FIDA. Donc, l'objectif de ce live, c'est vraiment qu'il soit le plus interactif possible. Et nous vous encourageons vivement à poser vos questions dans le chat à Monsieur Nzinga Massabo, ou bien à partager. Vous pouvez soit lui poser des questions, ou vous pouvez également partager vos expériences en tant qu'expert ou praticien via le chat que vous trouverez sur votre écran, normalement à la droite de votre écran. Voilà, donc sans plus attendre, Claver, je vous laisse la parole pour vous présenter. Merci Anaïs. Bonjour Anaïs, bonjour à tout le monde. Je suis Claver Nziga Massabo, comme la présentation l'a dit. J'ai travaillé pour le projet d'appui à l'inclusion financière agricole et rurale du Burundi depuis mai 2019 à décembre 2023. Je suis lauréat de l'Université du Burundi en économie rurale et des entreprises agroalimentaires. Depuis 2016, j'ai été activement au sein de la communauté rurale. Au départ, j'ai fait le stage à l'ICODE AMR, l'Union pour la coopération et le développement au monde rural en Russie. C'est à partir de ce stage, de janvier à mars 2016, que j'ai commencé à approcher les petits agriculteurs locaux au sein du projet Catalyst 2, qui était appuyé par l'IFDC. Après ça, j'ai travaillé à la coopérative Tuamurikire d'Ongozi. Je suis membre et fondateur de la coopérative de valorisation de la banane, Kova Benyakira de Muruga, où je suis président, actuellement, je suis président du conseil de surveillance. Je suis également membre de la SBL ADI, un ASB récemment créé par les anciens conseillers auprès des coopératives agricoles au PAIFARB. C'est ça comme présentation. Et je suis également père d'une famille. J'ai un petit garçon d'une année, 8 mois. Merci. Merci beaucoup, Claver. Alors, je vais commencer avec la première question. Mais ensuite, j'espère que les participants vont également poser leurs propres questions ou échanger avec vous. Alors, pour pouvoir commencer ce live, est-ce que vous pouvez nous dire, selon votre expérience et votre expertise, comment se déroule la planification des activités agricoles pour les petits agriculteurs? Oui, je suis tout d'abord, les petits agriculteurs ont besoin de planifier leur activité agricole en commençant par évaluer l'année agricole antérieure. Ils vont se poser des questions de savoir quel est le volume d'activité, plutôt quel est le volume à produire, la quantité à produire, où est-ce qu'ils vont trouver des semences adaptées à l'année suivante. Donc, il faut planifier pour l'année suivante, bien évidemment. Ils vont penser quels sont les équipements antérieurs qu'il faut remplacer, quels sont également la main-d'œuvre à planifier. Bon, disons, il faut identifier, en principe, il faut identifier tous les besoins nécessaires parce qu'un bon plan va leur permettre d'accéder finalement au financement.
Il faut savoir quels sont les défis antérieurs qu'ils ont rencontrés sur le marché et qu'ils vont chercher à mitiger. Donc, la planification agricole est d'une grande importance au sens qu'il faut quand même penser quelles sont les ressources disponibles, quelles sont les ressources qu'il faut chercher via le financement. Donc, il faut quand même bien planifier pour ne pas gaspiller les ressources qui sont rares. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Si vous avez également envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Merci beaucoup, Clément. Vu qu'il n'y a pas de questions, selon vous, donc vous avez travaillé à l'aide au soutien aux petits agriculteurs pour se connecter au marché. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de moyens pour les petits agriculteurs justement de se connecter à ce marché pour faciliter l'accès au marché selon vous? Oui. D'abord, les petits exploitants agricoles font face au défi de ne pas avoir d'informations suffisantes du marché. Ils peuvent être confrontés aux spéculateurs qui leur donnent des prix dérisoires à leur récolte. Ça, c'est un premier défi. Mais quand même, s'ils sont groupés dans des organisations de producteurs ou des coopératives, la coopérative va être un garant de plaidoirie. La coopérative va constituer lui-même une force de vente, vous voyez, et cela va pouvoir, la coopérative va pouvoir accéder au marché institutionnel par contractualisation avec les institutions, disons les ONG humanitaires, les établissements pénitentiaires ou les établissements scolaires. La coopérative peut également être acheteur de ces coopérateurs pour qu'en fin de compte, la coopérative puisse trouver des prix, disons, prometteurs. Et donc, il va gagner. Et quand la coopérative gagne, ce sont les membres qui gagnent en conséquence. Donc, le marché doit être, donc la coopérative doit être garant, donc c'est la coopérative qui doit être garant du marché, il doit avoir des connaissances, disons des informations suffisantes du marché qu'il va plutôt partager à ses membres. D'accord, merci beaucoup. Merci. Effectivement, je vois qu'il y a aussi un autre membre, Égine Nyonsava, avec qui on avait fait un podcast, un épisode du podcast de Farmdy, qui avait exactement aussi soutenu la même affirmation, disant que sous l'adage de l'union fait la force, de pouvoir faire une sorte que les petits agriculteurs puissent se regrouper en coopérative, c'est quelque chose de très important. Donc, Égide, si vous voulez donner aussi votre avis sur ça, je sais que vous y travaillez aussi à aider les petits agriculteurs et les fermiers à pouvoir se rassembler pour pouvoir avoir une voix un peu plus porteuse et avoir accès à d'autres services. Puisque pour le moment, il n'y a pas encore de questions, est-ce que vous pouvez développer justement sur l'idée de planification? Il y a certains outils, par exemple, comme le warrantage ou les crédits. Je sais que vous avez travaillé sur ces outils. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui. Donc, ce système dit warrantage, c'est une action qui consiste à octroyer un crédit aux membres des coopératives, mais ce crédit, donc le stock reste maintenu par la coopérative et la microfinance qui a donné le warrantage, mais au niveau où les prix auront augmenté, le membre coopératif va gagner une ristourne. Donc, au départ, il a gagné de l'argent pour s'autofinancer avec les besoins familiaux, mais au finish, à la vente, la microfinance va prendre son argent, donc le crédit plus les intérêts, et en plus, le coopérateur va gagner une ristourne. Donc,
Donc, il a gagné doublement, disons. C'est ça le avantage. Donc, ce stock il va constituer de garanties auprès de l'IMF. D'accord, merci. Alors, on a une question de la part de Dorcas. On salue Dorcas. Elle demande, avez-vous des exemples des pays où le warrantage a été une réussite et quelles sont les leçons à en tirer? Bon, normalement, cette idée de warrantage est provenue en Afrique de l'Ouest, je crois au Mali, mais quand même, au Pays Farbe, on n'a pas eu la chance de faire des échanges d'expériences à l'extérieur du pays, mais quand même, ici au Burundi, je vois quand même que le warrantage est d'une grande importance pour les agriculteurs. Malheureusement, s'il faut le dire ainsi, peu de membres accèdent à ce crédit warrantage parce qu'il n'est pas vulgarisé au rythme souhaité. Donc, les leçons qu'il faut tirer, c'est que quand même, les EMF, partenaires du Pays Farbe ou d'autres organisations œuvrant dans ce secteur, doivent quand même chercher à vulgariser le warrantage. Mais il y a des défis quand même liés au warrantage si le stock est mal gardé. Mais s'il est bien gardé, le warrantage vraiment est une bonne pratique pour appuyer les petits producteurs à accéder au financement. D'accord, merci. D'accord. Justement, vous évoquiez le fait que il y a certaines techniques, notamment le warrantage, qui sont des fois peu connues de la part des agriculteurs. Est-ce que vous avez travaillé en tant que conseiller pour promouvoir justement ces pratiques? Et si oui, est-ce que vous avez travaillé sur, par exemple, des ateliers pour pouvoir en parler davantage, etc., dans votre expérience au PEFAR, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles actions vous avez faites pour faire en sorte que plus de petits fermiers soient au courant de ces techniques, justement? Donc, lors des ateliers, quand même, très récemment, disons au mois avec le PTBA antérieur, il y avait des ateliers pour penser à adapter des financements à tous les mailles de la chaîne de valeur. Avec le PAIFAR B, on a travaillé essentiellement sur le riz, le lait et le maïs. Donc, à chaque niveau de la chaîne, on a eu des ateliers avec les petits producteurs, avec les autres intervenants dans le secteur, disons les services des bureaux provinciaux de l'agriculture et de l'élevage. Il y a eu quand même cette idée de développer d'autres produits financiers adaptés aux petits producteurs. Le warrantage est méconnu, mais quand même, il y a quand même des coopératives qui l'appliquent. Donc, nos actions ont été menées en rapport avec l'idée de mettre en place d'autres produits, mais jusqu'ici, le RIM, qui est le réseau des institutions de microfinance, travaille sur ça pour quand même pouvoir donner d'autres produits financiers adaptés aux petits producteurs. Donc, l'approche est participative à ce niveau. D'accord. Merci. Et justement, vous évoquez d'autres outils. Est-ce que vous pouvez nous partager, autre que le warrantage, d'autres outils qui pourraient aider les agriculteurs à gérer les risques agricoles? En rapport avec le financement, vous voyez quand même que le petit producteur, outre le warrantage, il a besoin d'être dans une coopérative. Là, donc, il y a des financements, des produits financiers comme le groupe de GCS, donc groupe de caution solidaire, où 8 à 10 membres accèdent au financement en s'auto-garantissant. Vous voyez? Parce que l'idée d'accès au financement ici est limitée en ce sens qu'il y a peu de garanties au niveau des petits producteurs. Donc, il y a le GCS, il y a également les exploitants agricoles à titre individuel, en donnant comme garantie le titre, plutôt, pas le titre, plutôt le certificat foncier communal délivré par sa commune d'origine. Ça peut être également une garantie acceptable par l'IMF. Il y a également le crédit agricole qui est donné aux membres coopératifs, mais plutôt sous forme de GCS, comme je venais de l'évoquer tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup.
S'il y a parmi les participants qui nous écoutent, s'il y a des personnes qui ont utilisé justement ce genre d'outils, le Warantage, le Crédit Agricole, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience avec ce genre d'outils, si vraiment ils ont été utiles, qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est toujours très intéressant d'échanger sur ça. Et Claver, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement, par exemple, dans votre pays, qu'est-ce que le gouvernement du Burundi pourrait faire pour justement encourager les agriculteurs? Quelles sont les actions que, selon vous, qui pourraient être mises en place au niveau national? Au niveau national, il y a des actions concrètes. Par exemple, le gouvernement a initié un programme, une banque spécifiquement dédiée pour les femmes. Il y a également, ça s'appelle Banque euh, de développement d'investissement et de développement des femmes. Il y a également la Banque d'investissement pour les jeunes, BIJ en sigle. Il y a également le programme national d'autonomisation économique et de création d'emplois pour les jeunes. Vous voyez, les femmes et les jeunes, il y a également les autochtones qui sont considérés comme des groupes marginalisés. Le gouvernement a initié d'autres actions. Il a besoin plutôt qu'il y ait une grande vulgarisation afin que les femmes burundaises et les jeunes puissent accéder finalement au financement. Sinon, des actions concrètes du gouvernement sont là. Et pour soutenir les coopératives, le gouvernement a créé l'agence nationale, ANACOP, l'agence pour disons pour comment dirais-je, c'est pour l'agence nationale pour la coordination des coopératives agricoles au Burundi, disons, l'ANACOP. Donc, en d'autres termes, les actions du gouvernement sont là. Il y a, aux côtés du gouvernement, nous avons des organisations, on les appelle des agences romaines. Donc, vous voyez le FIDA, la FAO et le PAM qui sont là avec des projets concrets en rapport avec le développement des petits producteurs. Il y a également les autres organisations internationales comme World Vision International, le Cold Aid. Il y a également les organisations locales comme l'ICODER, AIMER et d'autres acteurs dans ce domaine. Quand même, quoi que le travail soit encore à abattre, il y a quand même des actions concrètes pour pouvoir appuyer les petits producteurs. D'accord, merci beaucoup. Et c'est très intéressant que vous mentionniez les femmes et les personnes marginalisées, puisque demain nous fêterons la journée de la femme. Est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu plus justement sur l'accès peut-être des femmes justement aux outils financiers? Est-ce que selon vous, c'est plus difficile pour une femme, etc. Quelle est votre vision selon votre expérience au PEPA? Merci. Ici, la femme burundaise n'a pas accès au financement, aux produits financiers, parce que, je ne sais pas, moi je suis un homme, le patrimoine familial est considéré comme, c'est l'homme qui est le gérant de tout. Mais quand même, pour pouvoir accéder au financement, les actions qu'il faut mener, c'est d'encourager les femmes à s'autonomiser elles-mêmes en accédant, en évitant d'être individuel, d'adhérer au groupement de caution solidaire. Ici, avec le PAIFAR B, nous avons des GCS constitués en appui avec le ministère de la Solidarité. Vraiment, les femmes, surtout la femme rurale, quand même accèdent au financement à travers les GCS. Mais en dehors de ça, parce que la GCS, je vous ai parlé de caution solidaire, la femme n'a pas de terre à donner comme garantie. Donc, il n'y a pas de patrimoine immobilier à donner en garantie. C'est pour cette raison quand même qu'ils n'ont pas accès au financement. Mais là, vraiment, j'aborde la femme rurale parce que les femmes intellectuelles, ils sont au boulot. Si elle est au boulot, et donne comme garantie son contrat de travail. Mais la femme rurale a du mal à accéder aux services financiers outre les GCS. D'accord. Et est-ce que justement, lors de votre, pour le projet PEPFAR, est-ce qu'il y a eu des actions spécifiques qui ont été faites pour les femmes?
justement pour essayer de les soutenir? Est-ce qu'il y a eu quelques actions spécifiques? Oui, il y avait des mécanismes il y avait un mécanisme d'appui et de soutien inclusif massif qui était là pour appuyer, avec le PAIFARB bien évidemment, qui était là pour appuyer les ménages très vulnérables. Dans cette catégorie, il y avait beaucoup de femmes qui étaient appuyées à accéder au fonds. C'était du fonds, comment dirais-je, en transfert monétaire non remboursable pour que petit à petit, ces femmes puissent accéder, puissent adhérer aux coopératives et accéder au financement comme d'autres membres coopératifs. Mais même dans les coopératives, il y a quand même une approche qui cherche à valoriser la tâche de la femme burundaise. Dans les comités des coopératives, s'il y a 9 hommes, il y a quand même aussi 4 à 6 femmes, pour que quand même il y ait équité, égalité de genre, disons. Donc, au PAIFARB, la femme rurale était considérée d'une façon acceptable. Merci. Oui, effectivement, je vois la contribution de M. Nyansaba Egide qui confirme ce que vous venez de dire, l'idée que c'est très important d'adapter les produits financiers aux petits agriculteurs à chaque contexte pour faire en sorte que les personnes les plus marginalisées, les plus dans le besoin, puissent avoir accès au marché et à des outils qui sont vraiment adaptés à leur contexte. Je vois que nous avons une question, merci pour vos contributions, de Nissan Nanda Kumar, pardon si je l'ai mal dit. Il mentionne qu'il travaille pour une société de financement à l'impact qui fournit des crédits aux coopératives d'Afrique de l'Ouest. Et sa question, comment pouvons-nous aider nos coopératives emprunteuses à mettre en œuvre un système de warrantage pour leurs membres? Selon vous, Claver? D'accord. C'est une question très pertinente. D'abord, pour pouvoir pratiquer le warrantage, il faut qu'il y ait des stocks, des hangars communautaires. Et c'est pour cela que quand même, pour ce warrantage, ça nécessite quand même une bonne vulgarisation. Notre ami qui a posé cette question a besoin de savoir que quand même, leurs clients emprunteurs doivent constituer un stock, ça c'est un. Ils doivent quand même connaître la méthodologie du warrantage. Sinon, si le stock, par exemple, n'est pas bien sécurisé, l'IMF a tendance à perdre son argent. Mais quand même, le warrantage est une bonne pratique une fois bien vulgarisé. Mais quand même, il faut quand même éviter qu'il y ait il faut éviter de faire en sorte que le warrantage soit pratiqué sans avoir une bonne méthodologie, surtout de sécurisation du stock. Donc, ici, le stock est gardé à double cadenas. Il y a un cadenas pour l'IMF et un autre cadenas pour la coopérative. Au moment où il faudra ouvrir le stock, les deux parties doivent être là. Et quand même, une autre chose, l'IMF doit quand même veiller à ce que le stock soit bien entretenu. Si par exemple il s'agit de graines de maïs non séchées, par exemple, il faut quand même qu'il y ait des humidimètres pour contrôler la qualité des graines bien stockées. D'abord, à la récolte, il faut bien que le battage soit bien fait, le vannage soit bien fait, le séchage également et la conservation. Sinon, une fois le stock n'est pas de bonne qualité, il doit y avoir risque de pourriture du stock et l'IMF aura perdu et les membres coopérateurs auront perdu. Je crois que j'ai essayé de donner une réponse à cette question. Merci beaucoup, Claver. Alors, nous avons une nouvelle question de Marius. Merci pour votre contribution. Donc, il commence par vous remercier et il vous propose, à part le warrantage, qu'en dites-vous des pratiques comme SILC, Silk, ou VISLA, VISLA, Tontine comme outil de financement des petits agriculteurs, semble-t-elle adaptée tout en restant au contexte de la gestion des risques agricoles? Donc ici, Marius, merci à Marius. Hier, j'ai vu une déclaration de la Banque centrale qui dit que les cirques,
les tontines ne sont pas des outils de financement acceptés par l'autorité monétaire burundaise, mais quand même les VSLA, c'est essentiellement pour les femmes. Il y a des ONG qualitatives qui appuient les petits producteurs agricoles à travers les VSLA. Il les a recommandé de se faire enregistrer pour qu'il y ait quand même qu'il y ait quand même un bon œil comment dirais-je, un œil vigilant de ne pas, pour éviter qu'il y ait quand même des spéculateurs autour du marché financier. Donc, le VSLA, normalement, c'est l'autofinancement entre les membres. Donc, on donne des cotisations et en retour, les membres du VSLA, un membre prend un crédit qu'il va rembourser après une période convenue. Et à la fin de l'année, les membres du VSLA vont se partager et les intérêts et le capital. Donc, en d'autres termes, l'intérêt qui a été payé par l'emprunteur lui sera utile à la fin lors du partage du capital et des intérêts. Mais quand même, le VSLA, pour les femmes, c'est une bonne pratique. Mais quand même, comme la Banque centrale a émis une telle recommandation, si Marius, par exemple, travaille pour une organisation caritative et va avec le VSLA, il faut qu'il sache qu'il doit se faire enregistrer auprès de l'autorité monétaire burundaise. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste peut-être en concluant ce webinaire, ce live, je sais que vous avez travaillé aussi sur l'adaptation des petits agriculteurs au changement climatique et leurs impacts. Est-ce que vous pouvez nous partager davantage sur votre travail concernant le soutien des agriculteurs par rapport au changement climatique? Merci Anaïs. Donc, à ce niveau, vous voyez, actuellement, même les pluies sont irrégulières d'une façon vraiment inquiétante. C'est pour cette raison que, quand même, les petits agriculteurs ont besoin d'être appuyés, encadrés pour pratiquer l'agroforesterie afin d'éviter l'érosion de les sols. Et autre chose, il faut quand même qu'actuellement, les agences en charge de la gestion des risques météorologiques donnent des informations. Ils donnent des informations, les agences donnent des informations, mais en retour, les petits producteurs n'ont pas la capacité de pouvoir interpréter les messages donnés par les agences, ces agences. C'est pour cette raison quand même que les médias publics et privés doivent s'investir pour donner quand même des messages au bon moment en rapport avec les risques météorologiques. Donc, il y a des approches comme l'EFI, exploitation familiale intégrée. Donc, cette exploitation familiale intégrée intègre également l'approche de l'agroforesterie. Ce sont des bonnes pratiques pour que quand même, avec l'association des cultures, le feuillage puisse protéger par exemple, le haricot nain a besoin d'être protégé par des risques de pluies torrentielles. Mais donc, l'agroforesterie et également les bassins versants doivent être aménagés pour protéger les marais, par exemple, des risques de pluies torrentielles et de l'érosion des sols. Donc, en d'autres termes, les risques agricoles, le petit agriculteur fait face aux risques agricoles à tous les niveaux, à tous les maillots de la chaîne. Il faut également que le petit agriculteur connaisse des informations en rapport avec les semences ou les intrants de qualité supérieure afin d'éviter quand même d'utiliser des semences qui ne lui rendront pas de récolte escomptée. Donc, à tous les maillots de la chaîne, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau, donc à tous les niveaux de la chaîne de valeur, le petit producteur a besoin de connaissances améliorées en matière de gestion des risques agricoles. Oui, merci beaucoup. Et c'est très intéressant aussi parce que
je crois qu'il y a certains journalistes qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui avaient participé au Palm Storage Challenge, je vois dans les participants. Donc, vous avez raison de parler de ça et de l'importance du partage d'informations et le rôle très important des journalistes dans cela. Il est 2 heures, donc notre live touche à sa fin. Je voulais évidemment remercier grandement Monsieur Claverny Gamasabo qui est venu et a accepté de répondre à toutes nos questions. Évidemment aussi à tous les participants qui nous ont rejoints. On espère toujours pouvoir vous proposer des nouvelles activités pour qu'on puisse continuer à échanger et que la communauté de Pratique PharmD atteigne son objectif de devenir un espace où nous apprenons tous les uns des autres grâce à des échanges quotidiens sur la gestion des risques agricoles. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage vivement à participer sur la communauté de pratique, que ce soit en partageant vos actualités, vos expériences, vos questionnements, pour que le débat continue et qu'on puisse ensemble améliorer la gestion des risques agricoles à notre échelle. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poster, à commenter, à republier. C'est grâce à ça que notre communauté se renforcera. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Je voulais aussi vous rappeler que demain à 15 h, il y aura un webinaire intitulé L'engagement du secteur privé au sein du FIDA, perspective des unités de gestion de programme. Donc, il sera diffusé en direct sur la communauté. Donc, assurez-vous de vous connecter à 15 h et comme ça, vous pourrez en savoir plus sur ce thème-là. Je vais regarder le chat car je vois que… Alors voilà, oui, malheureusement, certaines fois, la connexion peut pâlir un peu. Mais oui, exactement. Donc, demain, le webinaire en revanche, mais on espère pouvoir continuer à vous proposer du contenu en français et en anglais pour qu'on puisse continuer à échanger tous ensemble. Donc, je vous remercie grandement et je vous dis soit à demain ou dès cet après-midi sur la communauté de pratique si vous voulez échanger avec nous. Au revoir et merci encore Claver. Merci Anaïs, merci à vous, à tout le monde et bonne journée.